prendre son destin en main. Je me suis souvent demandé ce que cette expression voulait dire. Prendre son destin en main. En revanche, l'expression « on n'échappe pas à son destin », celle-ci, je l'ai comprise très vite. Son destin, mon père n'y a pas échappé, et il a dessiné le mien. Je suis la fille d'un homme mort. Nous sommes le 30 juillet 1971, j'ai 9 mois. Mon père embarque dans un avion militaire avec ses élèves officiers de Saint-Cyr pour un entraînement en saut en parachute. À son bord, 37 personnes. Ils n'ont jamais pu sauter. L'avion s'est écrasé. Il n'y a eu aucun survivant. Mon père avait 31 ans. Pour expliquer la mort à un enfant, Françoise Dolto disait « On meurt quand on a fini de vivre ». Mon père, lui, est mort avant qu'il finisse vraiment de vivre. Alors, petite fille, je ne comprenais pas. Et puis, quand on est enfant, la mort est réversible. C'est comme quand on joue aux cow-boys et aux indiens. On meurt et on se relève. On meurt et puis on revit. Alors, bien sûr, moi, j'étais vivante, mais anéantie, perdue. J'ai ressenti la mort, sa mort, comme une absence prolongée, puis comme une séparation, et puis plus tard comme un abandon. Puisque je ne l'avais pas connu, je ne pouvais pas être triste. Du moins, c'est ce que me disait ma famille et ceux autour de moi. Parce que pour eux, perdre quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'était pas aussi grave que si on perd quelqu'un qu'on connaît. Je n'étais pas vraiment la fille de mon père, puisque mon père est mort avant que je le connaisse. J'avais 9 mois, et à 9 mois, on ne se souvient de rien. Alors je l'appelais par son prénom, Michel, jamais papa. Et pourtant, quand j'étais enfant, j'avais un rêve qui revenait sans cesse. Dans ce rêve, je suis au milieu d'une rangée de militaires presque infinie. Je ne vois pas les visages, je m'avance vers eux, et je le cherche, ce père dont le visage m'échappe. Mais à chaque visage que je tourne, je ne trouve pas. C'est pas lui. Je ne peux pas le trouver parce que chaque personnage a son visage gommé, comme dans un dessin où il n'aurait pas fini d'être dessiné. Alors dans mon rêve, je crie, je hurle, je suis paniquée, je n'arrive pas à respirer. C'est pire, je n'arrive pas à le voir, ni dans mon souvenir le plus ancien, ni même dans mon imaginaire. Tout au long de mon enfance, de mon adolescence, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Mais quand on est une fille de militaire, on ne doit pas montrer ses émotions, on doit rester digne. Quand on me disait d'arrêter d'être triste, je comprenais. Tu ne peux pas être triste. Nous, on l'a connu. C'est normal. Mais toi, non. On m'avait imposé une façon de vivre son absence et une façon de faire le deuil. Un deuil qui serait supportable. Celui de ne pas le faire. Un deuil dans lequel on ne va pas sur une tombe. L'armée et aussi ma famille m'avaient demandé de me taire, de ne pas poser de questions. Que s'était-il passé ce jour-là? Pourquoi un accident d'avion en temps de paix arrive? Que s'était-il passé? Je ne le savais pas. On n'en a jamais vraiment parlé. Alors vers 15 ans, je me retrouve dans les bibliothèques de Beaubourg pour essayer d'aller chercher des indices, des articles de presse, des bouts d'histoire, de son histoire, de mon histoire. J'ai jamais rien trouvé ou compris. C'était absurde de vouloir connaître les détails de l'accident. C'était sordide et autant ne plus en parler. Absurde de vouloir aller à la recherche de la vérité, qui était horrible. Un carnage humain, tous brûlés vifs. C'était morbide d'être autant accaparé par sa mort. Pas normal de pleurer à chaque fois que je voyais un homme en treillis. C'était le passé et il fallait que je l'oublie.
On m'avait imposé une façon de faire le deuil, j'ai voulu essayer de le faire autrement. D'abord, sa tombe. Je ne savais pas où était la tombe de mon père. On ne m'avait pas donné le droit d'y aller. Pourtant, elle doit bien exister, cette tombe. À 35 ans, je suis allée la chercher. C'était dans un petit cimetière, pas très loin de Pau, là où l'accident d'avion avait eu lieu. La tombe de mon père était là, avec pour unique plaque inscrite « Capitaine Michel Rémy, mort en service commandé le 30 juillet 1971 ». Alors je fais faire une autre plaque, où je fais inscrire Michel Rémy, mari, père et grand-père, parce que c'était aussi un mari, un père et un grand-père. Alors je commence à m'occuper de lui, je lave sa tombe, je mets des fleurs, je lui parle, je pleure. Se crée alors une relation père-fille différente de celle qui m'a été imposée. 6 mois plus tard, je redécouvre, en fouillant dans les affaires familiales, le Paris Match de juillet 1971. L'accident d'avion militaire de Pau en avait fait la une. Un accident en temps de paix, ça a été un drame national. Quand mon père est mort, il n'était pas seul. Il était avec 36 autres militaires. Ses élèves officiers de Saint-Cyr, le pilote, le copilote et d'autres officiers. Tous mariés avec femmes et enfants. Dans ce Paris Match, je redécouvre les photos du crash d'avion et puis aussi les photos des victimes. Des petites photos d'identité en noir et blanc de chacun de ces hommes, là, en double page. Il était écrit leur nom et puis en plus petit était inscrit le nombre d'enfants qu'ils avaient eus. Au total, une 50aine d'enfants. Je ne sais pas ce qui m'anime et pourquoi je décide de faire ce que je vais faire, mais je savais qu'il fallait faire quelque chose pour nous, pour les enfants. Et je décide de faire le contraire de ce que tout le monde me dit de faire. Je veux vivre l'enterrement de mon père. Il me vient alors une idée un peu étrange, l'idée d'organiser une commémoration pour nous, pour les enfants, à l'endroit même où l'accident d'avion avait eu lieu, à Pau, à l'école des troupes aéroportées. Mais d'abord, il faut que je les retrouve, ces enfants, qui étaient devenus adultes 35 ans plus tard. Alors je pars à leur recherche. Les retrouver n'a pas été simple. D'abord parce que l'armée ne m'avait pas accordé le droit de passer directement par eux. La Grande Muette m'avait imposé de passer par les mères, les veuves qui avaient vécu un cauchemar et qui avaient préféré se taire pour s'en sortir. Certaines ont accepté, d'autres ont refusé que je contacte leurs enfants. Chaque rencontre est une souffrance terrible. Chaque discussion, chaque coup de téléphone avec ces familles, c'est presque insurmontable, de douleur, de chagrin. Je mets en tout 2 ans à les retrouver, ces enfants. Et nous sommes presque tous là, ce 12 octobre 2007. Il faisait beau, le ciel était bleu, ce bleu du sud si foncé, les arbres étaient dorés, il y avait un silence particulier, comme une forme de respect. Le même avion que celui de l'accident, un Nord Atlas, était habillé d'un parachute grand ouvert sur une de ses ailes. Un prêtre militaire était là, avec les officiels, les militaires du camp, le général de l'étape, le général de la promotion. Nous étions réunis pour l'enterrement. Nous allions célébrer une messe pour eux, en présence des enfants. La commémoration allait commencer.
J'ai pris la parole. J'ai parlé de l'absence de mon père par laquelle j'avais créé sa présence. J'ai parlé de lui et combien j'étais fière d'être sa fille et combien il me manquait. J'ai parlé aussi des autres hommes morts avec lui ce jour-là. Et puis après la messe, il y a eu l'appel aux morts, un rituel militaire pour ce genre de commémoration. J'avais proposé à l'armée que pendant l'appel aux morts, chaque enfant puisse répondre à l'appel du nom de son père, par la phrase « mort en service commandé ». À chacun des pères appelés, chaque enfant a répondu « mort en service commandé ». La liste semblait si longue. Quand est arrivé le nom de mon père, capitaine Michel Rémy, j'ai pu répondre « mort en service commandé ». Quand j'ai prononcé cette phrase devant tous ces militaires qui se tenaient devant moi, je me suis souvenue du rêve de mon enfance, de cette rangée de militaires presque infinie au visage gommé. Le temps s'est suspendu. Il y a eu un silence intense. Et je l'ai vu. Mon père est apparu comme dans mon rêve. Il est sorti de sa rangée, il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a souri, il a même ri. Il avait les yeux bleus, si bleus, la même couleur que les yeux de mon fils Max. Il avait l'air serein. Et puis il est reparti. Ce visage gommé du rêve de mon enfance s'était enfin dessiné devant mes yeux. C'était pas juste un visage, il était là. Il était venu me voir, moi, sa fille. Cette histoire, ce rêve d'enfance, m'a construite, m'a aidée à être qui je suis aujourd'hui. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire autrement que ce qu'on nous impose. Bien sûr, on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut se libérer, même des choses les plus tenaces ou dramatiques. On a tous des choses lourdes dont on a besoin de se libérer pour avancer, pour vivre. On a tous la possibilité de poursuivre, d'évoluer dans son histoire, aussi compliquée ou dramatique soit-elle, pour ne pas y rester bloqué, coincé à l'intérieur, comme dans un mauvais rêve dont on n'a pas le contrôle, qui nous échappe, où on se réveille trop tôt. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que si un rêve n'est pas terminé et qu'il nous hante ou nous habite avec insistance, c'est peut-être que nous avons quelque chose à faire. Avancer, changer les choses, peut-être être dans le mouvement, sûrement. Si un rêve n'est pas achevé, on peut le finir, même si on ne sait pas où cela peut nous mener.